C'est à vous. Merci beaucoup Jean-René. Bonsoir à tous. Alors vous devez connaître cette expression, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Bien, je ne suis pas certain qu'elle fonctionne toujours aussi bien pour nous autres Européens. Oui, quand on se regarde, souvent on se désole, mais quand on se compare, hélas, sur certains points, on se désole aussi désormais. Je ne dis pas qu'on a raison, j'avance simplement qu'on se sent de plus en plus à la traîne dans ce vaste monde, de moins en moins influent aussi, et de plus en plus critiqué, voire méprisé. Donc il y a de quoi perdre confiance et oublier aussi les raisons qui ont fait notre force dans l'histoire. Oui, parce que le monde se désoccidentalise. C'est un constat. L'Occident n'est plus le référent ultime. L'Occident n'est plus le modèle à imiter. Donc, une fois ce constat fait, une question se pose. Quelle sera notre place demain, par exemple face au modèle chinois ou encore face aux valeurs nationales revendiquées par les pays émergents? Ça, je ne sais pas si on a la réponse, mais en tout cas, les nations européennes doivent y réfléchir dès maintenant. Il y a urgence et c'est en substance le message de notre intervenant. Bonsoir Marc Servoine-Gastino. Je crois que votre micro n'est pas encore ouvert, mais il va l'être dans un instant dans tous les cas. Je vais vous présenter pour commencer. Vous êtes né en 1988, vous êtes diplômé en histoire et en relations internationales. Vous avez étudié au Canada et à Trinité et Tobago, avant de travailler en Chine, vous en reparlerez peut-être ce soir, aux Nations Unies, à l'Assemblée nationale, puis dans le monde de l'énergie. Vous êtes chroniqueur pour plusieurs médias et vous avez publié déjà 2 ouvrages aux éditions du CERF. Le premier, c'est le nouveau procès de l'Est, publié en 2019. Et le deuxième, il vient de sortir en fait le mois dernier. C'est l'ère de l'affirmation, répondre aux défis de la désoccidentalisation. Et cet essai, Max Servoine-Gastino, il nous pousse à nous questionner. Qui sommes-nous aujourd'hui, nous autres occidentaux? Est-ce que nous avons fini d'offrir tout ce que nous avions à donner? Est-ce qu'il est temps, peut-être, que nous cessions de vouloir imposer notre vision du monde? Comment avancer et comment retrouver l'estime de soi, parce qu'elle est peut-être perdue? Comment, enfin, s'organiser pour surmonter l'avenir? Alors, je ne crois pas que vous prétendiez avoir toutes les réponses, mais en tout cas, vous avez quelques pistes sérieuses à nous proposer. Donc, c'est pourquoi nous allons vous écouter attentivement. Vous avez un peu moins d'1 heure. Et après, comme à chaque conférence, eh bien, ce sera le temps des questions du public, et je ne doute pas que les questions seront nombreuses. Donc, c'est à vous, Max Servoine. Merci de cette présentation et bonsoir à tous. Le micro semble enfin fonctionner. Alors d'emblée, je m'excuse quelque peu, vous l'avez remarqué, hein, je suis quelque peu enroué ces 2 saisons, mais je vais essayer de m'adapter et d'utiliser à bon escient le verre d'eau qui m'a été attribué. Il y a un terme sur lequel on bute en effet quand on le prononce, hein, la désoccidentalisation du monde. Mon éditeur m'avait d'ailleurs demandé de ne pas le mettre en titre, hein, de le mettre à la limite en sous-titre, mais pas au-dessus, puisqu'il anticipait le fait que les journalistes allaient avoir un petit peu de mal de temps en temps à le prononcer. Et je ne vous cache pas que depuis sa sortie, il y a environ 1 mois, pour avoir fait vraiment plusieurs plateaux, émissions radio ou interviews dans différents médias, c'est toujours un petit peu difficile de prononcer ce terme qui donc nous réunit ce soir, sur lequel je vais revenir, mais pas sous un angle peut-être traditionnel. Concernant cette question, ce concept qui intuitivement induit l'idée que, en effet, nous sortons d'une phase d'occidentalisation, hein, donc d'imitation du modèle occidental, pour entrer dans une autre phase où l'Occident n'est plus dominant, ou n'est en tout cas, comme c'était souligné en introduction, le modèle que les pays non occidentaux, ou les pays dits du Sud, aspirent aujourd'hui à imiter. Pour parler de la désoccidentalisation du monde, du recul de l'influence de l'Occident, Samuel Huntington, au début des années 90, a été l'un des premiers à utiliser ce terme. Il disait, pour définir ce terme, ce concept, que la désoccidentalisation du monde, c'est au fond la montée en puissance de pôles de résistance à l'influence intellectuelle, morale, culturelle, politique, géopolitique
de l'Occident. Le recul de l'Occident, on peut le voir dans tout un ensemble d'indicateurs. Je pourrais parler de la démographie. À l'échelle du monde, aujourd'hui, la population occidentale, européenne, états-unienne ne fait plus le poids. J'aurais aussi pu parler d'économie. Je cite souvent un classement, les derniers classements du FMI. Ça surprend toujours les lecteurs, mais si vous étudiez ces classements du FMI, qui mesurent et comparent les PIB des nations en PPA, en parité de pouvoir d'achat, c'est un peu barbare comme terme, mais ça permet au fond de comparer les économies en neutralisant les différences monétaires, donc pour améliorer, affiner la comparaison entre les économies. Si vous regardez ces classements du FMI mesurant donc le PIB des nations en PPA, la Chine devance les États-Unis depuis un certain nombre d'années, et puis des économies comme le Brésil, comme l'Indonésie et même comme la Russie devancent le Royaume-Uni et la France. Alors on peut changer le thermomètre, mais constater ce basculement, le fait que dans un top 10 aujourd'hui, l'Occident est à part égale avec des pays non occidentaux ou dits du Sud, devrait normalement suffire à nous questionner sur le fait que nous ne sommes plus seuls et à nous demander si ce recul est simplement lié à la montée en puissance des autres ou peut-être aussi à des conditions intérieures, à des mutations internes à l'Occident qui font que nous reculons et que nous perdons, au fond, en attractivité. J'aurais pu vous parler donc de démographie et d'économie, mais j'ai choisi pour la conférence de ce soir de partir peut-être d'un terme un peu plus, d'une thématique un peu plus souterraine, qui peut être moins abordée, mais qui me semble fondamentale pour comprendre le basculement que nous vivons aujourd'hui, et qui est le produit d'un processus, évidemment, qui a commencé il y a plusieurs années, mais qui, en quelque sorte, nous saute aujourd'hui à la figure, puisque nous voyons bien, notamment à l'aune de la guerre en Ukraine, que l'Occident est contesté et même isolé. Je rappelle que les sanctions prises contre la Russie, qui avaient vocation à isoler la Russie, n'ont pas eu l'effet escompté, puisque ces sanctions n'ont pas été approuvées lors de différents votes aux Nations Unies par les pays dits du Sud qui, à travers ces sanctions, mesuraient, anticipaient le fait que ça allait avoir des retombées sur leurs propres économies et disaient « Au nom de nos intérêts nationaux, nous refusons de vous suivre ». Un ambassadeur, j'en ai rencontré un grand nombre pour cet ouvrage, me disait « L'intérêt national est aujourd'hui la seule valeur véritablement universelle ». Cet ambassadeur, Jean de Glignasti, pour ne pas le nommer, qui a été ambassadeur à Moscou, au Brésil et au Sénégal. Alors, cette manière d'aborder notre sujet quelque peu peut-être originale, je voudrais la relier au fond à notre vie quotidienne. Nous sommes tous, à notre échelle, tous les jours, soumis à un incessant arbitrage entre des décisions qui nous concernent, nous, individuellement, et les effets que peuvent avoir ces mêmes décisions sur les gens qui nous entourent. Nous allons être dans nos vies, nous avons été dans nos vies confrontés à des choix, à des envies personnelles, des opportunités de carrière, qu'immédiatement nous devions mettre en balance avec les effets que ces décisions allaient avoir sur nos enfants, parce qu'il allait falloir les changer d'école, ou sur notre relation, notre couple. Nous sommes, du simple fait que nous vivions en société, sans arrêt, soumis à un arbitrage entre ce que nous voulons et les effets de ces décisions sur notre famille, sur notre couple, ou plus largement aussi, sur notre quartier, voire sur notre pays. Du simple fait que nous vivons en société, nous sommes aussi confrontés à des attitudes, à des comportements, à des modes de vie qui peuvent bousculer nos propres convictions. Nous sommes enfin, de par le fait que nous vivons en société, les acteurs aussi d'un environnement que nous contribuons à façonner et sur lequel nous avons vocation à avoir prise puisque nous partageons au fond cet environnement avec les gens qui nous entourent. Alors, rappeler que l'existence humaine a une dimension fondamentalement sociale, c'est enfoncer en effet une porte ouverte, c'est rappeler des évidences, mais qui me semblent encore une fois tout à fait au cœur de la thématique qui nous réunit ce soir, la désoccidentalisation du monde.
En effet, l'harmonie entre les membres d'un couple, comme au sein d'un foyer, entre groupes d'individus, comme au sein d'une nation, a toujours un rapport entre la capacité de ce couple, de ce foyer, de ce groupe d'individus, à opérer une forme d'équilibre, une dialectique féconde entre individus et collectifs, entre désir individuel et harmonie sociale. Et à l'échelle du monde, si nous transposons cette nécessaire quête d'un équilibre permanent et toujours difficile à trouver entre des aspirations individuelles et le maintien d'une certaine harmonie au sein d'un couple, au sein d'un groupe d'individus, au sein d'une nation, à l'échelle internationale, ça s'appelle tenir compte de la diversité des peuples et des régimes, tenir compte de la diversité culturelle, de la diversité d'intérêts que ces peuples expriment, mettre en balance cette diversité, leurs aspirations contradictoires, et ce qu'on appelle l'ordre international. La volonté de préserver la paix, de comprendre l'autre, ses besoins, ses intérêts, ses perceptions, étant de tout temps au cœur, l'objet même de la diplomatie, qui consiste en effet à comprendre l'autre pour anticiper ses réactions et, le plus longtemps possible, repousser l'échéance qui mènera peut-être un jour à un conflit direct. Dans le livre que vous avez présenté en introduction, et pour lequel j'ai le plaisir d'être parmi vous ce soir, je reviens sur deux expériences de vie étudiante, d'un semestre sur l'île de Trinité et Tobago, à l'Institut des Relations internationales de Trinité et Tobago, où j'étais envoyé depuis le Canada, puisque je faisais mes études en relations internationales au Canada, et une expérience de vie en Chine. Je prends ces deux exemples à dessein, puisqu'ils se situent dans des contextes non occidentaux. Alors, peut-être pour commencer, je voudrais parler de ce petit pays, Trinité et Tobago, que certains sportifs connaissent peut-être, puisque c'est un pays réputé pour ses sprinteurs, mais qui, en dehors de ce contexte très sportif, est assez peu connu. Trinité et Tobago est à l'image de nombreuses îles des Caraïbes, un pays composé d'une diversité culturelle et ethnique sans pareil. Quand on rapporte cette diversité à la taille de ce pays, grand au fond comme un département français, 5 fois moins grand, 5 fois plus petit que, par exemple, la région Bretagne, dont je viens, mon nom sans doute vous le rappelle. Un tout petit pays, mais jalonné de traditions et de croyances éparses. En effet, Trinité et Tobago comporte 15 jours fériés, des jours fériés musulmans, chrétiens, hindous, et d'autres reflétant évidemment l'histoire de la nation, l'indépendance de 1962, acquise vis-à-vis de l'Empire britannique. Une nation peuplée d'1,3 million d'habitants, dans laquelle n'existe donc pas de peuple autochtone. Les Amérindiens ont tous disparu. Si bien que personne à Trinité et Tobago ne peut se prévaloir d'être le peuple historique, le peuple autochtone, le détenteur de la véritable culture originelle du pays. À Trinité et Tobago cohabitent environ 40% de la population est d'origine afrodescendante, directement issue de l'esclavage. 40% de la population est descendant d'Indiens, la plupart hindous, d'autres musulmans, qui sont arrivés au XIXe siècle avec l'abolition de l'esclavage et la nécessité pour l'Empire britannique de trouver une main-d'œuvre à même d'exploiter les champs de canne à sucre qui représentaient alors la principale économie du pays. Ajouté à ces deux groupes dominants que reflète le jeu partisan local, Trinité et Tobago est une démocratie, il y a deux grands partis, le parti des Indiens, le parti des Noirs. À côté de ces deux groupes dominants, vous avez des Trinidadiens d'origine chinoise, d'origine européenne ou d'autres encore venant de Syrie ou du Liban. Tous fils d'immigrés. Ce slogan antiraciste des années 80 en France sied parfaitement bien à Trinité et Tobago,
Et c'est au fond cette origine commune, le fait que chaque citoyen de ce petit pays ne peut se prévaloir d'être l'illustration de la culture originelle, qui fait paradoxalement le fond commun dans lequel le peuple trinidadien fonde son unité. Et cette pluralité d'origine, l'État la reconnaît jusque dans les registres administratifs que vous devez remplir lorsque vous êtes étudiant, où vous devez renseigner votre race et votre religion, afin que l'État veille à l'harmonie sociale, à l'équilibre entre les différentes croyances jalonnant le corps social et la nécessité, malgré ces différences, d'assurer un certain ordre collectif. En 1994, et j'en finis avec Trinité et Tobago, et vous allez comprendre ensuite sans doute davantage peut-être la raison pour laquelle je reviens sur ce pays qui m'est cher par ailleurs. En 1994, le gouvernement de Trinité et Tobago ajouta à la liste déjà dense des jours fériés un jour férié intitulé le Indian Arrival Day, le jour d'arrivée des Indiens, et changea ce jour, qui n'était célébré que dans la communauté indienne, pour le baptiser le jour d'arrivée. Le fait que, en effet, chaque citoyen de Trinité et Tobago soit un jour venu d'eux, soit un jour arrivé d'eux, est, comme je le disais, une caractéristique commune à l'ensemble des Trinidadiens, peuple dont la capitale, Port d'Espagne, rappelle combien en nation créole, en nation caribéenne, l'ailleurs se conjugue à l'ici. L'ailleurs se conjugue à l'ici se conjugue à l'ailleurs, dans une sorte de mouvement perpétuel que célèbre l'écrivain martiniquais Édouard Glissant en qualifiant ce mouvement de créolisation. Vous avez sans doute déjà entendu ce concept, notamment dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, qui projette un devenir caribéen pour la France du fait d'une immigration qui, en rencontrant la culture locale, produira ce mouvement duquel naîtra une nouvelle culture commune, c'est en tout cas le pari qu'il formule, et cette manière d'intégrer la diversité et d'en faire une nouvelle culture de référence pour assurer l'équilibre entre une diversité culturelle existante et l'ordre collectif est en effet toute caribéenne. Lorsque j'ai dû, pour la première fois, renseigner ma race et ma religion à l'université de Trinité et Tobago, j'ai été dans un premier temps quelque peu désarçonné, peu habitué à remplir ce type de formulaire, mais j'en étais aussi quelque peu amusé. Car au fond, malgré mes envies d'exotisme qui avaient présidé à mon départ du Canada, c'était bien évidemment la France qui se rappelait à moi. Renseigner sa race et sa religion est tout à fait banal à Trinité et Tobago. Pour un Français, ça change. Se rappeler à moi, de façon plus ou moins consciente, le modèle français, dans lequel, au nom de nos idéaux universalistes, nous pensons que le meilleur moyen d'assurer la coexistence des individus et de fonder l'harmonie collective, en dépit de leurs différences, passe justement par le dépassement de nos ascendances respectives, passe par, voire même, la négation de nos attaches particulières pour former un corps citoyen ne se pensant pas comme étant une simple juxtaposition de communautés, reconnues dans leurs différences, mais comme les héritiers et les continuateurs de la seule communauté que l'État reconnaît, la communauté nationale. Vous comprendrez à travers ces deux exemples très rapidement présentés la manière avec laquelle la France, le modèle français, le modèle républicain, assure l'équilibre entre individus et collectifs, respect des différences et nécessité de fonder malgré tout, malgré ce matériau divers, un commun permettant le vivre ensemble, n'est pas la même manière avec laquelle Trinité et Tobago envisage d'assurer cet équilibre, la vitalité du lien
entre individus et collectifs. Vous comprendrez aussi que ces deux manières de fonder l'harmonie sociale en dépit des différences jalonnant le corps social n'est pas le produit de la raison d'un côté et de l'irrationalité de l'autre, n'est pas le produit de l'ouverture et des lumières d'un côté et de la fermeture et de l'obscurantisme de l'autre, mais le produit de l'histoire, de trajectoires différentes, malgré le fait que, Trinidadiens comme Français, nous ayons en partage le souci universel d'assurer la concorde civile, d'assurer un équilibre entre, d'un côté, les droits et les besoins de l'individu, et de l'autre, la nécessité de bâtir des sociétés harmonieuses, unies par une sorte de tronc commun. Alors, si nous partageons ce constat, l'idée qu'au fond, il existe autant de manières d'asseoir l'équilibre entre individus et collectifs que de sociétés, alors plusieurs leçons s'offrent à nous. La première concerne la liberté que nous accordons, qu'une société accorde aux individus qui la composent. Cette dernière n'est jamais absolue, mais toujours le produit d'un compromis, d'une configuration sociale particulière. La liberté n'est ni une invention juridique, disait Claude Lévi-Strauss, ni un trésor philosophique, propriété chérie de civilisations plus nobles que d'autres, parce que seules ces civilisations sauraient la produire ou la préserver. Elle résulte, conclut le grand anthropologue, d'une relation objective entre l'individu et l'espace qu'il occupe. Si j'avais grandi à Trinité et Tobago, je trouverais tout à fait normal d'exalter les différences raciales. Étant né en France, j'envisage les choses d'une toute autre manière. Un certain relativisme s'impose si l'on veut accepter le fait qu'en effet, la meilleure manière d'assurer l'équilibre entre l'individu et le collectif dépend de la société dans laquelle vous avez évolué. Lorsqu'après mai 68, qui n'a pas décidé de l'évolution de la société française, mais a incarné une évolution des mœurs qui parcourait déjà le corps social, et notamment les générations nées après-guerre, nous avons assisté à une forme de redéfinition du pacte reliant la nation aux mœurs et aux codes des individus qui la composent. Dans les années 60, note Jean-François Sirinelli, professeur émérite d'histoire à Sciences Po, la France commence à changer sur ses bases socio-culturelles, de nouvelles valeurs vont apparaître et infuser. Urbanisation, massification scolaire, déchristianisation, avènement de valeurs post-matérielles, centrées sur le bien-être personnel. À partir des années 60, le vieux pays entame une révolution culturelle sourde, une seconde révolution française, selon le titre du livre de l'historien Henri Mandras, qui va redéfinir en profondeur l'équilibre entre l'individu et le collectif, au sein des relations de couple, entre parents et enfants, entre élèves et enseignants, et on peut décliner ces exemples sur différentes thématiques. Une redéfinition, une révolution telle que Raymond Aron, à la fin des années 70, lui, le pourfendeur du totalitarisme soviétique, réputé pour son libéralisme, Raymond Aron, qui s'inquiétait à la fin des années 70 du fait de cette évolution, mettant beaucoup plus l'accent sur l'individu que sur le collectif, s'inquiétait d'une crise, je cite, spirituelle, ou, synonyme dans sa bouche, une crise de civilisation, mettant en cause l'autorité, plaçant l'individu au-dessus du citoyen. Et Aron, dans sa démonstration, de citer un échange épistolaire entre Alexis de Tocqueville et Stuart Mill, dans laquelle Tocqueville disait, au XIXe siècle, « Vous savez que dans nos sociétés portées au bien-être, exclusivement soucieuses de prospérité, combien est-il indispensable de maintenir le sens de l'autorité nationale, de l'honneur national, de la volonté nationale. » Fin analyste de l'évolution des démocraties, Tocqueville craignait
que les démocraties perdent le souci du bien commun, de la collectivité, au profit d'une montée de l'individu. Ainsi, disait-il, nous devons maintenir des contrepoids qui permettent à l'individu de continuer de se situer dans une enveloppe collective. Et, disait Tocqueville, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que 2 contrepoids collectifs qui évitent aux sociétés d'éclater en une juxtaposition d'individus. Il dit, il y a la religion et le patriotisme. Les mœurs préfacent la nature des régimes, disait Montesquieu. Ainsi, la République une et indivisible, soudée autour de valeurs communes, soucieuse d'assimiler les populations étrangères, a-t-elle progressivement cessé d'être. Un autre régime, plus libéral, dans lequel le droit, les cours de justice, la décentralisation, l'Europe, un autre régime a émergé, rognant les prérogatives de l'État qui, historiquement en France, incarne l'intérêt collectif, surtout lorsque ce collectif se fragmente en communautés qu'il refuse de reconnaître au nom de l'unité dont il est justement garant. Voyons la montée en puissance du Conseil constitutionnel qui, dans son rôle, arbitre en permanence entre droit individuel et sécurité collective. Sur la question de l'immigration, c'est tout à fait évident. Le Conseil constitutionnel s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui traditionnellement prend davantage parti pour les droits de l'individu au détriment de la sécurité collective. Lorsque des mesures sont prises pour restreindre le regroupement familial, au nom de la préservation, de la cohésion de la société, jugeant que l'immigration fragilise cette cohésion, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rappelle l'importance des droits individuels et du droit pour le migrant à mener une vie familiale stable. C'est dans les articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Et cette jurisprudence, aujourd'hui, corsette largement la capacité d'action de l'État sur la question migratoire. Donc cette quête d'équilibre entre individus et collectifs est permanente et toute société la recherche à partir d'évolutions intérieures, à partir d'une identité historique qui surdétermine cette réflexion et cette quête d'équilibre entre individus et collectifs. Car au fond, et c'est là où l'universel, où il existe une dimension évidemment universelle, toute société cherche à préserver ou à créer une sorte d'harmonie intérieure. Mais l'harmonie, comme tout équilibre, au sein d'une nation comme au sein d'un couple, est toujours précaire, difficile à trouver ou à tenir dans le temps. Il faut s'employer au quotidien pour tenir cet équilibre. Après 8 années passées au sein de la direction du maintien de la paix aux Nations Unies, le diplomate Jean-Marie Guéhenno a vu combien les liens unissant une société étaient fragiles. Combien, dit-il dans son ouvrage, la division l'emporte sur l'union, combien les sociétés pacifiées, comme l'ont été longtemps les sociétés européennes, étaient, je cite, des réussites exceptionnelles et toujours menacées. L'équilibre est toujours fragile à trouver et le monde regorge d'exemples, car ce monde, notre monde, est parcouru d'États faillis, de sociétés divisées, dans lesquelles les liens infranationaux, tribaux, communautaires, l'emportent sur le sentiment d'appartenance à la même collectivité étatique nationale. Prenons les cas du Mali et de l'Afghanistan, qui ont largement occupé l'actualité occidentale, notamment ces dernières années, qui ont pour point commun, Mali et Afghanistan, d'être des pays, au fond, divisés, des pays de transit traversés par des ethnies diverses. Au Mali, 13 principaux groupes ethniques se partagent le territoire national. Comment, dans une telle configuration, imaginer
l'exportation d'institutions démocratiques sans que ces institutions soient en permanence contestées, faute de liens suffisamment forts pour transcender cette diversité ethnique. En Afghanistan, les tribus et les clans prédominent, rendant d'autant plus ardue la constitution de tout projet national fort, capable de transcender les allégeances infranationales. Dans ces pays déchirés, note Serge Mirailov pour Gallimard, le problème est de reconstruire les liens qui forment une société. Le problème de la démocratie est secondaire. Avant d'être démocratique, il faut qu'une société existe, soit transcendée par quelque chose qui préexiste à la démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui crée les liens doivent exister, sinon la minorité vaincue n'accepte pas le sort, le verdict des urnes, la décision de la majorité élue. Dans la revue des Deux Mondes, Renaud Girard, grand reporter de guerre au Figaro, raconte comment les talibans laissaient les Afghans occuper de jour les emplois développés par les Occidentaux, n'intervenant que de nuit, au cœur des villages, afin de régler les conflits de justice, les contentieux éthiques. La règle commune, l'éthique, les mœurs, émanent d'un terreau, d'une histoire. Elles peuvent évoluer, et l'on voit aujourd'hui par exemple la société iranienne en ébullition, avec le courage notamment des femmes iraniennes. Les sociétés peuvent évoluer, mais leurs codes ne sont jamais le produit d'une importation, ou alors la greffe prend jusqu'au jour où une volonté de retour à des liens plus traditionnels se fait jour. Régis Debray l'évoque dans un livre que je vous recommande et fait mine de s'interroger lorsqu'il dit « Et si la géographie était plus importante que la philosophie ? Et si les codes, les aspérités du terrain, l'esprit des lieux étaient plus forts que la théorie ?» Il a cette réflexion en revenant sur son parcours en Bolivie, dans les années 60 auprès de Che Guevara, où il vit combien l'exogène cubain, dit-il, était sans prise sur l'indigène. Combien, malgré des idéaux communs, il avait été impossible aux compagnons du Che d'imposer leurs idéaux, car ils étaient sans cesse renvoyés aux étrangers qu'ils étaient. Et il disait, les idées peuvent être universelles, mais pour qu'elles infusent, il faut qu'une société se les approprie. De l'extérieur, cela finit toujours, à un moment donné, par un divorce. Et il nous invite ainsi à méditer ce que nous appelons l'universel et à comprendre que le monde est jalonné de différentes manières de concevoir l'équilibre entre individu et collectif. Je parlais d'une autre expérience de vie sur laquelle je reviendrai un peu plus rapidement, une expérience de travail en l'occurrence en Chine, puisque en Chine, je m'occupais des relations extérieures d'une ONG basée à Chengdu, petite ville de 12 millions d'habitants, située dans la province du Sichuan, qui est la dernière province, une province centrale, la dernière province avant le Tibet. Et cette province, d'ailleurs, témoigne déjà de l'empreinte du bouddhisme jusque dans les monuments et la tenue de ses habitants. Nous avons pour coutume, en Occident, de voir la Chine comme ce pays dans lequel résident des individus tétanisés par un État tentaculaire. Ce n'est pas forcément toujours faux, mais la Chine où j'ai vécu est bien plus que l'expression d'un régime politique autoritaire. Elle est d'abord, comme toute nation, l'expression d'une société qui a ses codes et d'ailleurs cultive la conscience de la valeur et de la particularité de ces codes. Chaque jour en Chine, la curiosité et la générosité de ses habitants me saisissent. Je comprends pourquoi, progressivement, mais assez rapidement, nombre d'Occidentaux ont cédé à la tentation de s'y établir après une phase d'études, un emploi, une rencontre. Les commerces disposent de tout ce qu'un habitant des grandes métropoles occidentales peut rêver. Les boutiques sont gorgées de marques internationales,
les personnes âgées utilisent un smartphone. La famille d'accueil où je réside ne parle pas anglais, certes, mais son fils de 13 ans l'apprend. Il rêvait, quand j'y vivais, d'étudier en Allemagne. Il l'a fait, comme nombre d'étudiants chinois qui voyagent, étudient en Europe, en Occident, et reviennent en Chine. Nous parlons peu, Internet est notre ami pour réussir à nous transmettre quelques mots. Mes cours de mandarin, chaque matin pendant 4 heures, font le reste. Nul besoin de grandes phrases, de grandes tirades pour se comprendre. L'universel ne se théorise ni ne se décrète. Il s'expérimente. Il est dans la simplicité des gestes que nous échangeons et la force des liens que nous continuons de tisser encore aujourd'hui. Les gestes et les sentiments sont bien évidemment universels, mais l'organisation sociale, le style de vie, en un mot la culture, elle en revanche, diffère promptement. La dimension communautaire, collective, indifférente quelque peu au sort des individus. Cette dimension communautaire du mode de vie chinois se rappelle à moi lorsqu'au premier jour de mon arrivée, la police de quartier enregistra ma présence sur un formulaire afin de permettre aux habitants du quartier de connaître l'identité de leurs nouveaux voisins. En dehors de quelques vols de bicyclettes renseignés, la sécurité règne, notamment de nuit. Le matin, dans les transports en commun, les places sont chères, certes, mais nul besoin de se faufiler pour jouer les poinçonneurs. Entrez à l'arrière du bus, passez votre carte à votre voisin. La personne située par le hasard des compressions au plus près du guichet collectera et validera tous les tickets. Attendez quelques minutes, toujours au fond du bus, équilibré par la promiscuité ambiante, et votre ticket vous reviendra. On appelle ça la civilité, produit dérivé du lien social et de la confiance qu'il engendre. Méditons la chose. L'idée d'une confiance plus grande dans des sociétés où le collectif, les liens culturels, la conscience d'appartenir à une seule et même nation reste fort. C'est un petit peu ce que nous avons l'habitude de dire lorsque nous comparons et nous comparons les ruraux et les urbains. Lorsque nous voyons les Parisiens, et je suis parisien depuis 8 ans, lorsque nous voyons les Parisiens et lorsque nous les désignons comme étant mal polis, alors que la vie nous paraît si douce dans les villages où, comme le dit la formule, tout le monde se connaît. Je me souviens d'une soirée organisée dans le district de Wuhu, qui était à l'image de toutes les soirées organisées en Chine, très sonore, mais qui avait ce soir-là l'originalité du code vestimentaire imposé par les organisateurs. Ce code vestimentaire était la garde rouge de Mao. La politique est taboue en Chine, me dit-on avant mon arrivée. En effet, j'ai pu le constater, le règne du grand timonier a laissé de douloureux souvenirs. Mais il demeure le père du régime, et l'immense statue qui trône au milieu de la ville le rappelle. Que ne fut donc pas ma surprise de voir ces jeunes Chinois, tout de vert kaki, porter la casquette du parfait petit révolutionnaire, s'amuser au son des platines d'un tel monument. Je reconnais être revenu, au fond chamboulé d'une telle expérience, d'autant que les Français jouissent en Chine d'une image intacte, corrélée au romantisme qu'on leur prête. Je vous laisse en juger. Au fond, que demander de plus pour envisager un avenir, un dynamisme palpable, une sécurité maximale, un État qui en 40 ans a rattrapé 200 ans de développement occidental, une population curieuse qui voyage, étudie, se fait une idée du monde, aspire à étudier en Europe, aux États-Unis, tout en gardant une véritable confiance dans son modèle unique pour un peuple qui se juge lui-même unique.
La démocratie n'est pas possible dans un pays si grand. Combien de fois ai-je entendu cette phrase dans la bouche de jeunes Chinois? Il paraît qu'elle fut elle-même prononcée par Deng Xiaoping, qui est un petit peu le De Gaulle des Chinois, au sens où il est celui qui, pour tous les Chinois, a fait de la Chine ce qu'elle est devenue en l'ouvrant, après la période maoïste, au commerce international, au tournant des années 80. Je me retrouve parfaitement dans les mots du politologue singapourien, bien connu des élites américaines, Kishore Mahbubani, quand il dit que les élites chinoises, à partir de Deng Xiaoping, à partir des années 80, à l'image des élites du sud-est asiatique, ont compris qu'un bon mode de gouvernance, adapté à la personnalité et aux besoins de leur nation, pouvait produire des résultats et emporter l'adhésion des populations. Mahbubani explique qu'au fond, Mao a poursuivi la tyrannie de la Chine impériale. C'était à la population de rendre compte à son tyran. À partir des années 80, l'élite chinoise cherche à faire adhérer sa propre population au régime en place en lui assurant des résultats palpables. Comme si c'était désormais au pouvoir de faire sa preuve, un pouvoir fort, dictatorial, mais qui sait qu'au fond, le maintien du régime suppose des résultats palpables pour la population. Les élites asiatiques ont imité le modèle occidental, tout en cherchant à l'adapter aux codes locaux. Dans les années 80, je le disais, dans une Chine bouleversée par la crise identitaire post-maoïste et son entrée dans l'univers capitaliste, Singapour est pris en exemple. Très important, Singapour, pour le thème qui nous occupe ce soir de la désoccidentalisation du monde. En 1984, le philosophe Tu Weiming observe, je cite, une forte réappropriation de l'éthique du discours confucianiste pour assurer la construction d'un capitalisme est-asiatique, je cite toujours, capable de concilier mérite individuel et sens du collectif, développement personnel et maintien de l'individu au sein des 5 relations sociales, Wulun, primordiales dans la philosophie confucéenne, père-fils, mari-femme, aîné-cadet, gouvernant-gouverné et entre amis. Les élites communistes rejetaient le confucianisme, prétendaient vaincre la longue tradition chinoise. Elles se le sont appropriées à partir des années 80 pour faire corps avec une société qui, malgré les changements opérés sous l'ère Mao et même avant, avait gardé au fond cette vieille culture ancestrale qui met l'accent sur l'harmonie, l'intérêt collectif. Dans les années 80-90, Singapour, j'en parlais, entre dans un processus de libéralisation. Singapour est une démocratie aujourd'hui, qui vient d'ailleurs de reconnaître le mariage homosexuel. Elle est donc en partie occidentalisée. En tout cas, elle suit l'évolution des mœurs occidentales, en partie, car dans les années 90, elle a tenu à tempérer ce début d'occidentalisation. Singapour adopte un modèle économique libéral, les partis sont autorisés, des élections ont lieu. Mais sur le plan culturel, en revanche, la péninsule rejette l'imitation du modèle occidental, jugeant, je cite, ses valeurs libérales, et je cite le dirigeant de Singapour de l'époque, ces valeurs libérales contraires à l'identité nationale, aux valeurs asiatiques, je cite toujours, inspirées du confucianisme, valorisant l'intérêt communautaire, l'harmonie, plutôt que les intérêts individuels. Un sociologue singapourien, Chua Beng Huat, qualifie ce modèle de démocratie communautaire, par opposition à la démocratie libérale, qui, jusqu'en Occident, fait l'objet, aujourd'hui, de contestations. La Hongrie, de Viktor Orban, thème de mon premier livre, dont j'ai étudié le modèle, assume en effet cette dimension communautaire qu'elle qualifie d'illibérale. Inscrivant jusque dans sa constitution,
la nouvelle constitution que Viktor Orban, élu et réélu depuis 2010, a mise en place, 2010, inscrivant jusque dans sa constitution la nécessité, face aux droits de l'individu, de consacrer, je cite, des droits communautaires, valorisant les devoirs. Si vous lisez la constitution hongroise, il y a des droits et des devoirs, et la préservation d'institutions vectrices de cohésion, l'identité nationale, la famille traditionnelle, la religion. Une nation, explique le chef de gouvernement hongrois, Viktor Orban, n'est pas une juxtaposition d'individus, c'est une communauté qu'il nous faut fortifier. Et d'où tire-t-il son inspiration ? Il l'explique en 2014 dans son grand discours sur l'État illibéral, c'est la première fois qu'il utilise le terme. Il dit ceci: un thème fréquent aujourd'hui dans la réflexion politique est de comprendre les systèmes qui ne sont pas occidentaux, pas libéraux, pas des démocraties libérales, peut-être même pas des démocraties, et qui apportent malgré tout le succès à leur nation. Et il cite en exemple Singapour, la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie. Autrement dit, la désoccidentalisation du monde, la désoccidentalisation des références et des idéaux parcourt non seulement le monde, j'ai notamment cité l'Asie, j'ai cité Trinité et Tobago, mais elle va jusqu'aux marges de l'Occident, puisqu'elle a influencé la révolution conservatrice mise en place en Hongrie et qui a influencé également la Pologne. Au fond, tous ces exemples nous rappellent quelque chose de fondamental. Si l'Occident apparaît aujourd'hui contesté, voire même isolé sur la scène internationale, je parlais de la guerre en Ukraine tout à l'heure, si ce dernier apparaît contesté tant sur le terrain des valeurs que sur le terrain donc géopolitique, ce n'est pas nécessairement par hostilité à ce que nous sommes, par hostilité à la démocratie, mais parce qu'au fond, depuis les vagues de décolonisation, tout un ensemble de sociétés font l'expérience d'un certain essor politique, d'un certain essor économique, galvanisé par la mondialisation, qui a largement bénéficié au développement des pays du Sud. Et faisant l'expérience de cet essor soudain, politique et économique, prennent confiance en leurs propres capacités. Il en va des individus comme des sociétés. Lorsque l'on prend confiance en soi-même, on affirme son point de vue, quitte à déplaire. Eh bien, ces nations du Sud, qui grâce à la décolonisation et la mondialisation font l'expérience d'un certain essor économique et politique aujourd'hui, affirment leur point de vue, affirment leur identité, et n'hésitent plus à faire valoir leurs intérêts nationaux sur la scène internationale et à contester les prétentions universalistes de l'Occident. Ces sociétés prennent confiance dans leurs propres capacités ou comprennent l'urgence de reconstruire une confiance capable de transcender le peuple et ses élites, les aspirations des individus jalonnant le corps social et les besoins de la nation pris comme un tout. Ce pays qui a perdu confiance en ses propres capacités et qui a compris l'urgence de retrouver une confiance transcendant peuple et élite, c'est bien évidemment la Russie. Dans la Russie des années 90, qui ressemblait, comme dit le politologue bulgare Ivan Krastev, à un pays vaincu par la guerre, alors qu'aucune guerre n'avait concrètement défait la Russie, qui a connu une transition brutale et une explosion du taux de suicide et d'alcoolémie concomitante, qui était peut-être déjà élevé, j'entends certains rire, mais qui, d'après les statistiques, a été vraiment très élevé dans les années 90, avait complètement perdu confiance en ses élites, mais plus fondamentalement en ce qui faisait l'identité russe. Que signifiait être russe dans les années 90, lorsque depuis des décennies, on vous expliquait qu'être russe était être le titulaire d'un modèle envié par tout un ensemble de pays. Et tout un ensemble de pays, en effet, copiait, imitait la Russie. On ne comprend rien, au fond, à l'avènement de Vladimir Poutine si on ne comprend pas
cette séquence historique des années 90 où les pays du Sud ont pris leur essor et ont compris que l'ère de domination de l'Occident, qui aura duré 400 ans, s'achevait. L'une des premières décisions de Vladimir Poutine, élue en décembre 1999, d'apparence symbolique, illustre ce besoin de recréer une confiance entre le peuple et ses élites sans laquelle il n'y a d'affirmation sur la scène internationale. Cette décision d'apparence symbolique a été la restauration de la mélodie de l'hymne soviétique. La Russie avait tourné la page jusque dans son hymne, la page soviétique, jusque dans son hymne soviétique, et Poutine décide de restaurer l'hymne d'Alexandrov. Un journaliste interloqué par cette décision lui demande pourquoi ce choix. Poutine cite en exemple ses parents, milieu populaire russe, et le souvenir d'une habitante, dit-il, de la petite ville de Lensk, qui vint le voir pour lui dire « S'il vous plaît, rendez-nous la vie que nous avions avant ». Et Poutine ajoute « Il ne faut pas que ces gens aient l'impression qu'on leur a tout pris. » En écoutant l'œuvre d'Alexandrov, l'hymne soviétique, pourquoi ne pas penser à la grandeur ou à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, plutôt qu'au goulag? On ne peut pas rendre les années passées, mais il est important de ressentir qu'il y a chez une écrasante majorité de gens une certaine nostalgie. Faudrait-il faire table rase du passé, comme s'ils n'avaient jamais vécu? Si nous voulons, nous autres occidentaux, intégrer ce monde pluriel, ce monde que nous ne pouvons plus dominer, ce monde dominé par des récits, des manières d'être, des histoires, des manières de concevoir la société différentes de la nôtre, voire même des fois antagonistes, il nous faut tout simplement accepter que ce qui relie l'individu et le collectif, la nation, accepter que cet équilibre, ce lien, ne va pas de soi, suppose des conditions qu'il faut préserver ou à défaut recréer, consolider, transmettre, des conditions qui reposent, encore une fois, sur des trajectoires nationales ou civilisationnelles qui ne reposent pas sur l'histoire et les trajectoires qu'ont connues les nations occidentales. Or, je crois que ce constat d'apparence assez simple est déjà difficile à entendre pour au moins 3 raisons. À entendre en Occident, au sein des élites occidentales. Pour au moins 3 raisons. Pourquoi, au fond, allons-nous avoir du mal à entrer dans ce monde que nous avons dominé, je le disais, pendant 400 ans, et on pourra peut-être revenir pourquoi. On situe le début de l'émergence de l'Occident, et notamment du premier Occident, l'Europe, il y a 400 ans. Pour des raisons bien antérieures à la Renaissance, je le précise. Les 3 raisons qui font que nous allons avoir du mal à rentrer dans ce monde nouveau, est que nous sommes convaincus de ne pas être le produit d'une trajectoire singulière, mais d'une trajectoire dans laquelle, au fond, l'ensemble des pays du monde est tôt ou tard appelé à converger. À la fin du XIXe siècle, au moment de la colonisation, dans la sociologie, une école de pensée dominait qu'on appelait évolutionniste. Elle décrivait l'évolution du monde selon un schéma linéaire qui commençait avec le stade de la sauvagerie, une étape intermédiaire, la barbarie, et puis le stade final de la civilisation avec un grand C incarné par l'Occident. D'où le devoir des races supérieures, disait Jules Ferry à la fin du XIXe siècle, pour justifier la colonisation, d'aider les races inférieures à atteindre ce stade ultime que nous représentions. Alors certes, le projet impérial colonial est mort, mais
nous continuons au fond de nous penser comme une forme d'avant-garde qui a vocation à guider l'humanité. Après la chute du mur de Berlin, l'objectif n'était plus de civiliser le barbare, il était de libéraliser l'autoritaire, d'ouvrir ces peuples qui se replient sur leurs racines, de les ouvrir à nos modèles ouverts et démocratiques. L'écrivain et caricaturiste russe Zinoviev dénonce dans les années 90, sous le nom de démocratie coloniale, ce processus par lequel le marché et les valeurs occidentales s'imposèrent aux nouveaux colonisés sous le drapeau de l'ouverture, produisant une évolution non pas naturelle, mais, je cite, un régime artificiel dominé par des élites hors sol, laissant l'économie nationale passer sous pavillon étranger. C'est un petit peu, tout de même, l'histoire de la Russie et même des pays d'Europe centrale et orientale des années 90. Nous gardons donc cette forme de suffisance, l'idée qu'au fond, nous sommes quand même en avance sur les autres. L'autre raison pour laquelle nous allons avoir du mal à accepter que d'autres réponses, d'autres manières de concevoir la cité peuvent être tout aussi légitimes que la nôtre, même quand elles ne sont pas tout à fait démocratiques, c'est que, au fond, nous avons méprisé nos propres particularités. Et il est toujours plus difficile de reconnaître à l'autre des particularités quand nous sommes nous-mêmes en difficulté, lorsqu'il s'agit de définir nos particularités. Se dire universel, c'est au fond ne pas savoir que nous sommes les héritiers de mœurs, de codes tout à fait spécifiques. Nous avons méprisé l'importance de nos propres particularités qu'incarnait le cadre collectif par excellence, qu'est le cadre national. Les grandes figures qui l'ont construite, les grands épisodes historiques qui en ont fait la valeur. Ce cadre national, collectif, qui permettait d'asseoir l'équilibre entre les droits de l'individu et ses devoirs à l'égard du collectif, nous l'avons déconsidéré, nous l'avons frappé d'opprobre, au profit, parallèlement, d'une valorisation toujours plus grande de la diversité, des différences et des libertés individuelles. Nous l'avons déconsidéré car la grande leçon que nous avons tirée du XXe siècle est que c'est ce cadre qui nous a mené, l'exaltation de ce cadre qui nous a mené à la catastrophe. On pourrait prendre plein d'exemples pour illustrer le fait que, notamment en France, le cadre national a été constamment dévalorisé. J'en cite plusieurs dans mon ouvrage, j'en rappellerai simplement un. Souvenez-vous peut-être, à l'époque de Nicolas Sarkozy, ce projet de maison de l'histoire de France que devait piloter Jean-Pierre Rioux, historien, par ailleurs centriste, historien reconnu. Et ce projet dut être abandonné car, disait tout un ensemble d'historiens, il n'y a pas d'histoire de France, mais il y a une histoire en France. La France n'est pas un sujet historique. Il se passe des choses en France, il y a des individus, mais la France n'est pas une personnalité historique en tant que telle. Nous avons dévalorisé le cadre national, nous nous pensons universels, titulaires d'un modèle destiné à épouser les contours du monde, et nous sommes, en tant qu'Européens, troisième raison pour laquelle nous allons avoir du mal à intégrer ce monde nouveau, divers, pluriel, nous sommes en tant qu'Européens les protagonistes d'un projet qui vise, un projet européen, qui vise à dépasser les notions qui, dans les pays du Sud, sont toujours des notions fondamentales. Les notions de souveraineté, les notions de frontières, d'identité nationale. Toutes ces notions, les pays du Sud les ont découvertes ou redécouvertes récemment et en font le centre névralgique de leur réflexion stratégique. En tant qu'Européens, nous sommes constamment dans le questionnement, comme le dit Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France, que je citais tout à l'heure, en Russie, au Sénégal et au Brésil. Devons-nous agir en tant que Français, en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux? Faute de savoir répondre à cette question, nous mettons en avant nos valeurs qui comblent un petit peu le vide que laisse ouvert ce questionnement. Parce que nous sommes
toujours dotés d'une forme de prétention universaliste, parce que nous avons déconsidéré la nation au profit de l'exaltation des différences et des droits individuels, parce que nous sommes engagés du fait de la construction européenne dans un projet de dépassement des frontières et des souverainetés nationales, nous ne comprenons pas ces États, ces peuples, ces régimes qui revendiquent leurs racines, qui revendiquent leur histoire, leur droit de les défendre. Nous ne les comprenons pas car, au fond, ils nous prennent à contre-pied, à rebours de tout un ensemble de notions que nous nous sommes promis de ne plus jamais exalter. J'en arrive presque à la fin. En 1993, Samuel Huntington, l'auteur du fameux Choc des civilisations, fut un des premiers, je le disais tout à l'heure, à évoquer le terme de désoccidentalisation. La désoccidentalisation, qui, je le rappelais également tout à l'heure, marque l'avènement de pôles de résistance à l'influence de l'Occident. À l'influence de son modèle politique, jugé trop individualiste, résistance à son influence intellectuelle et morale, fondée sur les droits de l'homme, un universalisme abstrait, méprisant la diversité des peuples et des régimes. En 1993, la Convention de Vienne, première convention des droits de l'homme depuis la fin de la guerre froide, réunissait 171 nations autour donc d'idéaux communs. Mais 2 mois plus tôt, 2 mois avant cette convention de Vienne, les nations asiatiques, regroupées derrière la Chine, Singapour, le Vietnam, d'autres nations, se réunissent à Bangkok et publient la déclaration de Bangkok. Cette déclaration, j'en lis juste 3 lignes, dit la chose suivante: si les droits de l'homme sont par nature universels, ils doivent être envisagés en gardant à l'esprit l'importance des particularismes nationaux et régionaux comme des divers contextes historiques, culturels et religieux. Cette déclaration, 2 mois plus tard à Vienne, ne passe pas inaperçue. Les États-Unis dressent l'étendard. Dès le premier jour de la conférence, Warren Christopher, secrétaire d'État de l'administration Clinton, porte l'estocade et reproche aux pays asiatiques, derrière cette déclaration, de valoriser les identités nationales pour ne pas se conformer au respect des droits de l'homme. Je pense que 30 ans plus tard, 30 ans donc après cette convention de Vienne, nous sommes toujours, au fond, dans cette séquence, opposant un universalisme occidental, perçu en dehors du monde occidental, comme le paravent d'un projet impérial, ou à tout le moins impérieux, visant à imposer à l'ensemble du monde les codes et les intérêts des Occidentaux. C'est en tout cas comme cela qu'il est présenté, notamment en Asie. Une séquence opposant donc un universalisme occidental à un différentialisme oriental, qu'incarne aujourd'hui, à l'évidence, la Russie de Vladimir Poutine, qui revendique l'existence, je cite, d'un monde russe, sur lequel il aurait autorité, qu'incarne également évidemment la Chine, qui, à l'occasion de la crise du Covid, a mis en avant la réussite des sociétés asiatiques. Le 27 mars 2020, l'ambassade de Chine en France a publié une communication passée quelque peu inaperçue, au plus fort de la crise sanitaire. Souvenez-vous, avant que le Covid arrive en France, en Europe, nous regardions un petit peu de haut les Chinois, voyant cet État tentaculaire se dépatouiller tant bien que mal avec un virus et prendre des mesures tellement restrictives qu'elles nous paraissaient impensables dans nos régimes démocratiques. Et lorsque la crise du Covid s'est fait plus forte en Europe, les Chinois nous ont répondu. C'est vous qui êtes aujourd'hui en difficulté, bien plus que nous ne l'avons été. Les Chinois, dans cette communication de l'ambassade, disaient « Vous ne voulez pas voir la réussite du modèle chinois et donc vous mettez en avant la réussite de démocraties asiatiques, le Japon, la Corée du Sud, Singapour. Or, si leur réussite tenait du fait de leur caractère démocratique, pourquoi, vous qui êtes des démocraties, n'obtenez-vous pas les mêmes résultats ?
Pour la Chine, c'est ce qu'explique l'ambassade dans cette communication, la réponse est simple. Ce qui fait le succès des démocraties asiatiques n'est pas le fait qu'elles sont des démocraties. Ce qui fait le succès des démocraties asiatiques, c'est qu'elles sont asiatiques. Je cite l'ambassade de Chine, « L'Occident met trop en avant l'individu, tandis que l'Asie, avec des citoyens doués d'un civisme supérieur, parvient à un meilleur équilibre entre le souci du groupe et celui de l'individu. Les pays asiatiques, dont la Chine, ont été particulièrement performants dans leur lutte contre le Covid parce qu'ils ont ce sens de la collectivité et du civisme qui fait défaut aux démocraties occidentales. » Alors on peut largement répondre aux Chinois puisqu'ils sont toujours en difficulté avec le Covid, mais ce que je trouve intéressant dans cette communication, c'est que toujours ce même combat entre des sociétés qui mettraient davantage l'accent sur le collectif, qui assureraient un meilleur équilibre entre les aspirations de l'individu et l'ordre collectif, et des sociétés occidentales accusées de mépriser leur identité, leur cadre national à un point tel qu'elles ne sauraient plus aujourd'hui s'organiser suffisamment bien pour faire face aux dangers qui les menacent. On retrouve pareille conception différentialiste, valorisant la diversité des peuples et des régimes, dans un pays comme le Mexique aujourd'hui. L'Amérique latine prend son essor aussi sur la scène géopolitique. Le Mexique qui renoue avec sa tradition anti-impérialiste, anti-américaine, avec l'arrivée au pouvoir de la gauche pour la première fois, incarnée par son leader Manuel López Obrador. En juillet 2022, s'organisait le Sommet des Amériques, un sommet annuel organisé depuis 30 ans, qui réunit tous les pays d'Amérique, du nord au sud, qui avait été inventé par George Bush père pour contrer ce qu'il pressentait à l'époque comme étant une menace, la menace européenne et la menace japonaise. Il disait d'ailleurs aux pays d'Amérique du Sud, liguez-vous avec nous contre l'ancien colon européen. En juillet 2022, le Mexique a refusé de participer au sommet des Amériques organisé à Los Angeles parce que Joe Biden avait exclu pour la première fois un certain nombre de pays réputés pour leur régime autoritaire. Joe Biden voulait mettre au diapason de sa vision géopolitique, opposant les démocraties aux pays autoritaires, voulait mettre l'Amérique latine au diapason de cette vision géopolitique. Et le Mexique répondit, le sommet des Amériques n'a pas vocation à réunir les démocraties, les pays en phase avec Washington, mais l'ensemble des pays d'Amérique latine, par-delà leurs différences politiques et culturelles. Ainsi, si les pays du Sud ont condamné l'invasion de la Russie en Ukraine, au nom du principe de souveraineté, auquel ils tiennent plus que tout, elles n'ont pas approuvé les sanctions occidentales qui contrevenaient à leurs intérêts nationaux, chaque État étant jugé légitime à défendre ses intérêts particuliers. Ça a été notamment rappelé également par Comfort Hero, présidente d'origine nigériane d'une ONG très importante, très influente dans les instances internationales, qui, au sommet de Bali, du G20 de Bali l'année dernière, disait « Ce que nous rejetons, nous les pays africains, c'est d'être forcés de prendre parti. Nous avons le choix de nos politiques en matière étrangère, le choix qu'implique la souveraineté, c'est-à-dire la capacité à défendre ses propres intérêts, sans avoir à choisir un camp. » J'en terminerai avec quelques mots. Face à ce constat d'un basculement du monde, d'une montée en puissance de pays qui affirment leur identité, qui ont pris confiance en leurs propres capacités, nous devons opérer au fond un double mouvement. Nous devons à la fois nous ouvrir, comprendre ce nouvel environnement, comprendre les rationalités des autres, l'autre n'est pas fou, leur représentation, accepter qu'il existe d'autres réponses, d'autres manières d'asseoir la concorde civile, l'équilibre entre l'individu et le collectif. Nous devons nous ouvrir et en même temps, nous devons nous affirmer, nous autres Européens, découvrir ou redécouvrir nos propres spécificités, cesser de nous enfermer dans une définition de nous-mêmes de type occidental. Gérard Haro, ancien ambassadeur de France à Washington, explique dans ses mémoires que lorsqu'il a commencé sa carrière de diplomate dans les années 80,
qu'il était impossible à l'époque, qu'il lui était interdit à l'époque d'employer l'adjectif occidental, car cet adjectif enfermait la France dans une vision géopolitique où le duo anglo-américain ne pouvait que réduire ses marges de manœuvre. Nous devons nous définir en tant qu'Européens, car nous n'aurons pas le choix. Les États-Unis ne seront pas toujours là pour nous fédérer, et Donald Trump, favori de la prochaine présidentielle américaine, le rappelle inlassablement. Dès son retour au pouvoir, l'aide à l'Ukraine cessera, et si nous pensons qu'il est de notre intérêt de nous opposer à Vladimir Poutine et d'aider l'Ukraine, les Européens n'auront d'autre choix que se défendre par eux-mêmes. Or, lorsque l'on se définit simplement comme étant occidental, partie prenante d'un bloc occidental, pourquoi nous doter de moyens propres? Nous devons, pour nous doter de moyens propres, avoir conscience de représenter une entité spécifique et donc redécouvrir ce qui fait la quintessence de l'européanité, ce qui distingue l'Europe des États-Unis. Au fond, donc je le disais, nous devons opérer un double mouvement, nous ouvrir à de nouvelles réalités. Quelle est notre vision de l'Amérique latine aujourd'hui? Nous devons nous affirmer, revaloriser les nations. Il peut exister au sein de l'Europe un dissensus constructif. Lorsque la France, en 2003, était seule pour s'opposer à la guerre en Irak, elle était seule, certes, au début, mais elle entraîna dans son sillage ensuite l'Allemagne. Si demain, l'ensemble des pays européens doivent voter à la majorité leurs orientations géopolitiques, on peut être sûr que cette singularité française, qui avait déjà anticipé au début des années 2000 la désoccidentalisation du monde, l'avènement d'un monde post-américain, comme dit Zakaria, grand éditorialiste de CNN, on peut être sûr que la France sera systématiquement minoritaire et l'Europe embarquée dans le suivi de l'agenda géostratégique américain. J'avais d'ailleurs, lorsqu'Emmanuel Macron était revenu de Chine et avait expliqué que les Européens n'avaient pas vocation à suivre les États-Unis sur la question taïwanaise, j'avais alors publié une tribune dans le Figaro pour dire que, en effet, même si nous pensons qu'il faut soutenir Taïwan et nous porter aux côtés des États-Unis, c'est aux Européens, évidemment, de choisir leur propre tempo. Il faudra que l'Europe se dote d'une conscience collective plus affirmée, ce qui passera par aussi la revalorisation, je le disais, donc, du cadre national. Raymond Aron l'expliquait également à la fin des années 70. Si l'Europe est empêchée sur la scène internationale, ce n'est pas du fait de l'existence des États-Unis, c'est parce que les Européens ont perdu leur patriotisme national sans le remplacer. Nous devons aussi, pour terminer, c'est vraiment mes derniers mots, assumer, ne pas se cacher derrière des valeurs, assumer de défendre des intérêts. Lorsque nous agissons au nom de valeurs pour exporter la démocratie en Afghanistan, en Irak, en Libye, nous commettons des erreurs que nous continuons de payer dans les pays du Sud. Nous avons des intérêts à faire valoir et il n'est pas sûr que l'extension de la démocratie à des pays autoritaires soit gage d'une plus grande stabilité pour l'ordre international. Si demain, les Chinois devaient élire au suffrage universel leurs dirigeants, placerait-il à Pékin une majorité plus favorable aux intérêts occidentaux? La démocratie n'empêche pas l'élection de dirigeants nationalistes. La cause de la démocratie est importante. Nos modèles démocratiques sont en perte d'attractivité. Mais si nous voulons retrouver une forme d'attractivité sur la scène internationale, nous devrons d'abord résoudre les problèmes intérieurs, recréer le cadre national, la cohésion qui fait défaut à nos sociétés. Et nous devrons donc assumer de défendre des intérêts comme aujourd'hui les pays du Sud assument de les défendre, car ils sont intimement convaincus d'être les représentants d'une histoire, d'une civilisation, d'une nation qu'il convient de défendre et de défendre les particularités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Max Erwan Gastineau. Je vous invite à me rejoindre.
Bon, vous avez dit beaucoup de choses ce soir. On va essayer de résumer avant de passer aux questions du public. Vous avez mis en avant plusieurs pays. Vous avez mis en avant Trinité et Tobago, la Chine, vous avez parlé de la Hongrie, de Singapour. Vous les avez mis en avant et pour certains, vous les avez mis en valeur, j'ai l'impression. Et d'une certaine manière, sans le dire expressément, vous nous avez peut-être aussi mis sur la piste de ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui ne fonctionne plus en Europe et peut-être, enfin dans une partie de l'Europe et peut-être plus particulièrement en France. Vous avez insisté sur des notions comme la civilité, l'intérêt collectif aussi, la diversité, mais une belle diversité qui fonctionne, où tout le monde se respecte. Vous avez parlé du civisme chinois. Là, ça m'a un peu plus étonné parce qu'on avait eu un conférencier il y a quelques années ici, ancien directeur de l'AFP, qui était venu parler de son livre « La Chine, ce grand prédateur », qui nous disait que le civisme chinois était tout sauf naturel parce que c'était plus la peur du coup de bâton. Il était tellement cadré qu'il craignait de sortir du droit chemin. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on entend aussi d'autres discours. Alors, c'est les Chinois qui mettaient en avant le civisme de leur population. Ça n'a échappé à personne que la Chine était un État autoritaire et que les citoyens savent bien se tenir à carreau, bien sûr. Il n'empêche, je ne sais pas si votre auteur a vécu en Chine, sans doute s'il a écrit un livre sur la Chine, mais il a vécu en Chine 20 ans. Il y a aussi une culture chinoise qui fait que, en effet, l'individu a moins de place. C'est Emmanuel Todd qui explique aussi ça très bien. C'est que le communisme s'est superposé aussi à une infrastructure culturelle qui lui était largement antérieure et qui est largement aussi surdéterminée par des racines confucéennes qui mettent beaucoup plus l'accent sur l'individu et les relations sociales, non, sur le collectif et les relations sociales que sur l'individu. On entend en tout cas ce qui manque aujourd'hui en Occident, selon vous. Il est temps finalement pour l'Occident de cesser de vouloir imposer sa vision au monde pour plutôt mettre son énergie dans la réaffirmation de ses particularités, ça vous l'avez dit expressément, peut-être aussi dans la revalorisation dans les pays européens du cadre national. Vous devons finalement, nous aussi, aujourd'hui, revendiquer nos racines. Sinon quoi? Que va-t-il se passer? Vous nous demandiez, enfin vous partagiez aussi cette grande question dans les années 90. Qu'est-ce que ça signifie d'être russe? Qu'est-ce que ça signifiait d'être russe dans les années 90? Et aujourd'hui, en 2023, ça signifie quoi d'être européen? C'est toutes ces questions aussi qui se posent aujourd'hui. Non, mais lorsque vous discutez avec des diplomates, et par exemple quelqu'un comme Dominique de Villepin le dit beaucoup en ce moment, ils vous disent aujourd'hui l'Europe n'existe pas sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes en train de sortir de l'histoire, mais nous croyons que nous appartenons toujours à l'histoire qui s'écrit aujourd'hui parce que nous appartenons à un bloc occidental. Et nous l'avons vu à l'occasion de la guerre en Ukraine. Nous avons eu pour réflexe de restaurer un vocabulaire de la guerre froide où nous opposions le bloc des autoritaires au monde libre. Alors c'est très commode de se présenter comme étant les représentants du monde libre, de s'arrimer aux États-Unis en désignant l'existence d'un bloc occidental, mais dans les faits, si les États-Unis n'avaient pas aidé l'Ukraine serait déjà tombée depuis longtemps et les Européens auraient simplement acté la prise de Kiev. Donc il faut se rendre compte de la réalité de l'Europe qui, sur la scène géopolitique, n'existe pas. Et pourquoi elle n'existe pas? Parce qu'elle est convaincue, au fond, que les États-Unis défendront l'Europe. Et je crois que le seul moyen, il ne suffit pas de le dire, mais en tout cas, il faut déjà formuler ce constat. Le seul moyen pour que l'Europe comprenne qu'elle est en train de disparaître de la scène géopolitique, c'est d'être confronté à ce qui va de nouveau arriver avec le retour de Trump, des États-Unis qui vont nous dire « Nous n'avons pas vocation à vous défendre ». Lorsque Joe Biden met en place l'IRA, qui est une politique protectionniste qui viole toutes les règles de l'OMC, il le fait au nom des intérêts américains. Il ne concerte pas les Européens. Donc les Européens doivent se prendre en main. Comme ils sont convaincus que les Américains vont les aider, ils repoussent au calendrier grec la nécessité d'organiser leur autonomie, à part la France, à part Emmanuel Macron, qui essaye de le rappeler. Et je crois qu'à force de repousser l'échéance, on crée un contexte dans lequel, en effet, nous n'avons pas directement prise sur les événements, sauf lorsque nous agissons au sein d'un bloc occidental dominé par l'agenda géostratégique américain. Et là, il y a donc vraiment urgence. Si on n'a pas un dernier sursaut, c'est terminé pour l'Europe. Ça veut dire quoi d'ailleurs concrètement, sortir de l'histoire? Quelles sont les conséquences à court terme?
Jean de Glignasti, que j'ai déjà cité plusieurs fois, me disait un monde multipolaire est en train d'émerger, ça c'est acté, et le risque, c'est que dans ce monde multipolaire, l'Europe ne forme pas son propre pôle. Donc nous serons, au mieux, membres d'un pôle occidental, dominé par les États-Unis. Et d'ailleurs, il y a des négociations pour ressusciter le partenariat transatlantique, pour essayer d'imbriquer davantage les économies européennes et américaines. L'Europe est déjà une colonie numérique américaine. Elle est, en termes de moyens militaires, aussi une colonie américaine. Brzezinski, le grand géostratège américain dans le Grand Échiquier en 1997, disait que l'Europe était un protectorat américain. Donc, si l'objectif du projet européen est de continuer à n'être que le protectorat des États-Unis, il faut le dire, je ne suis pas sûr que ce soit le but du projet européen. Si nous pensons que nous avons autre chose à dire au monde que le fait d'être le dernier partenaire d'un empire déclinant, alors il faut se prendre en main. Et je crois que justement, je citais à dessein la France en 2003, parce que pourquoi nous avons dit non à la guerre en Irak? Pas simplement parce que la guerre en Irak reposait sur un mensonge, parce que nous avions déjà anticipé le fait que nous entrions dans un monde désoccidentalisé et que cette intervention, fondée au nom des valeurs, n'allait pas être comprise par un monde non occidental qui était en train de s'affirmer. Et je crois que cette vision du monde, capable d'intégrer l'existence d'autres civilisations, d'autres cultures, est très forte dans la conscience européenne. Il y a toute une géanologie intellectuelle européenne qui intègre la diversité du monde beaucoup plus que les Américains, qui continuent de se percevoir au fond comme une sorte de phare destiné à éclairer le monde. L'un des grands théoriciens de l'interventionnisme américain en Irak dit que les États-Unis sont un jardin qui doivent de temps en temps agir dans le reste du monde qui, lui, est une jungle. Donc il y a une vision très manichéenne qui est si constitutive de la psyché américaine qui, je crois, ne peut que nous faire défaut. Et quand je disais que l'Europe a besoin de s'ouvrir, c'est qu'elle a besoin de s'ouvrir à l'ensemble du monde. Et je parlais notamment de l'Amérique latine. Aujourd'hui, vous avez une Amérique latine qui, au fond, adopte, à travers le Mexique notamment, un discours gaullien qui met à distance les États-Unis et la Chine. Alors moi, je ne dis pas que nous devons, par exemple, sortir de l'OTAN. Je ne suis pas sur ce créneau. Mais nous devons être capables de dire non aux États-Unis demain si nous pensons que les États-Unis commettent une erreur. Or, nous créons toutes les conditions pour que demain, l'Europe n'ait plus son mot à dire et se contente simplement de suivre. Et elle dira qu'elle l'approuve parce que c'est le monde libre. Merci. Alors, il y a 2 micros qui vont se promener dans la salle. Si vous êtes un habitué de ces soirées, vous connaissez la formule. Il vous suffit de lever la main pour poser une question, plutôt courte si possible, afin que la parole puisse circuler. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous en avez parlé à la fin, mais j'ai relevé que vous aviez parlé, vous avez employé, alors peut-être que je me trompe, mais majoritairement 2 termes, et un terme que vous n'avez pas employé dans votre discours, mais vous venez de l'employer à l'instant. Donc, les 2 termes que j'ai relevés, le premier, c'est désoccidentalisation, et le deuxième, c'est universel. Et j'aurais voulu vous poser 2 petites questions par rapport à ces 2 termes. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu parler, au lieu de désoccidentalisation, alors je vais essayer de le dire, c'est encore plus dur, désanglo-saxonisation? Donc ça, c'est la première question. Au lieu d'universel, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux valu parler d'impérialisme anglo-saxon très relatif? Et enfin, vous venez d'en parler, le monde multipolaire. Alors j'aurais voulu savoir comment vous reliez le monde multipolaire à la désoccidentalisation, je vais y arriver, excusez-moi, parce que là aussi, il me semble, peut-être que je me trompe, mais il me semble que l'un des grands moteurs du monde multipolaire, c'est d'avoir tenté de mettre un terme à ce qui est perçu dans le monde comme l'impérialisme occidental. Alors, je vais essayer de vous répondre. Merci pour vos questions très pertinentes. Et n'hésitez pas à me relancer s'il y a des points à éclaircir. Alors, en effet, du fait de l'influence des États-Unis et puis de l'Angleterre au XIXe siècle,
On pourrait dire que, au fond, l'occidentalisation du monde, c'est d'abord l'extension de l'influence anglo-américaine. Mais ça, je dirais que c'est surtout vrai à partir des années 90. Hubert Védrine parle dans les années 90 pour qualifier les États-Unis d'hyperpuissance. Avec la globalisation, et d'ailleurs ce mouvement se poursuit, le monde vit davantage qu'il y a 200 ans, en écoutant des musiques communes, en regardant les mêmes films, en s'habillant de la même façon. Donc d'une certaine manière, le mode de vie occidental continue de s'exporter. Et le mode de vie occidental, c'est essentiellement les films américains, les jeans, etc. Bon. Mais ce qui est contesté, justement, c'est du fait de cette globalisation, de cette américanisation évidente dans toutes les sociétés, il y a la volonté d'essayer, malgré cette influence, malgré cette attraction, de construire des pôles de résistance pour essayer quand même de construire une autonomie. Si vous vous laissez complètement happer par le mode de vie américain, vous ne vous distinguez plus et vous n'avez plus d'existence singulière. Donc il faut voir cette désoccidentalisation, cette résistance à l'influence occidentale, comme étant un moyen de cultiver des différences dans un univers qui a tendance à, au contraire, les aplanir, uniformiser les différences. Ensuite, je parle surtout à partir des années 90 pour la globalisation, parce que l'imitation du modèle occidental, je disais tout à l'heure que les historiens situent le décollage de l'Europe par rapport aux autres au tournant du 16e, 17e siècle. La France a eu une influence considérable sur un certain nombre de pays. On cite souvent la Turquie de Mustafa Kemal, mais en effet, la modernisation turque, mais même le code civil japonais, tout un ensemble de pays ont adopté des codes qui venaient aussi de la puissance française. Donc c'est sûr que la France a perdu de son influence, l'Angleterre et les États-Unis ont pris quelque part le relais, l'étendard occidental, mais historiquement, on ne peut pas dire que l'influence de l'Occident se réduise à l'influence anglo-américaine, même si elle est aujourd'hui manifeste dans le cadre de la globalisation. Donc, vous parliez d'impérialisme occidental, j'ai évoqué ce terme lorsque, en 93, les pays asiatiques publient une déclaration de Bangkok pour dire on va participer à votre convention sur les droits de l'homme, mais on va d'abord vous rappeler qu'il y a les droits de l'homme, mais il y a aussi des identités nationales. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que derrière le discours des droits de l'homme, il y a un soft power, une prétention occidentale à régir l'ensemble du monde. Si les droits de l'homme sont universels et que les droits de l'homme viennent de l'Occident, l'Occident est légitime à mettre son nez partout. Donc c'est pour ça que, vous voyez, c'est toujours, il y a une sorte de dialectique. Et ils reconnaissent l'existence de principes universels, mais ils ont besoin de réaffirmer leur identité nationale, pas simplement parce qu'ils y tiennent, mais parce que c'est un moyen de dire vous ne pouvez pas mettre votre nez partout, parce que ici, c'est chez moi, et chez moi, ça fonctionne différemment. Donc il y a aussi une rhétorique derrière le fait de rappeler que derrière la désoccidentalisation, il y a aussi une rhétorique qui vise à s'arroger des marges de manœuvre, à préserver un cadre national d'influence extérieure. Et d'ailleurs, peut-être pour finir, lorsque Poutine a tenté d'envahir l'Ukraine, enfin l'a envahi en partie d'ailleurs en février 2022, l'agence russe RIA Novosti a publié un communiqué, puis l'a tout de suite retiré, voyant que la percée vers Kiev avait avorté. Mais la Fondation pour l'innovation politique, un grand think tank parisien, a eu le temps de prendre cette note, ce communiqué, et de le traduire. Donc vous le retrouvez sur le site de la Fondation. Et en fait, la Russie expliquait quel était son objectif derrière l'intervention de l'Ukraine. Ce n'était pas de prendre sa revanche, de conjurer l'humiliation ressentie dans les années 90, même si ça peut faire partie des motifs. Elle disait la prise de Kiev, d'une capitale qui était sous la coupe des Américains, marque la fin de l'ère de la domination occidentale, accélère la désoccidentalisation du monde, c'est-à-dire, je cite, un monde dans lequel les pays non occidentaux pourront enfin évoluer sans se soucier des pays occidentaux. Donc, une logique évidemment anti-impérialiste, mais à travers quand même une forme d'impérialisme, puisqu'il s'est traduit par l'invasion de l'Ukraine. Vous parliez des droits de l'homme, ça me fait penser aussi à aujourd'hui l'influence que peut avoir la France sur le reste du monde, comment sa position peut être entendue.
quand on regarde l'état de notre pays depuis quelques années, toutes les crises que le pays peut traverser, ça semble très compliqué pour la France de donner des leçons au reste du monde. Alors voilà, c'est ce que je disais aussi. Vous ne pouvez pas vous affirmer sur la scène internationale si vous êtes le représentant d'un modèle en décomposition. On le voit bien à l'aune du conflit israélo-palestinien, où en fait Emmanuel Macron est très embêté. La France n'affirme pas sa personnalité géostratégique dans ce conflit. Elle essaye de tenir une sorte d'entre-deux parce qu'elle est omnibulée par les effets de ce conflit sur la concorde intérieure. Lorsque vous êtes divisé à l'intérieur, il est beaucoup plus difficile de vous affirmer à l'extérieur. On a dû renoncer à faire venir le roi d'Angleterre du fait que 3 jours auparavant, des émeutes avaient eu lieu. Donc, et puis, derrière le modèle occidental, le modèle universaliste que nous prétendons incarner, il y a quand même derrière la promesse d'une forme d'harmonie, de stabilité, de prospérité. Si nous devenons l'exemple type de pays en train de s'effondrer démographiquement, industriellement, culturellement, eh bien, c'est toute notre crédibilité internationale qui est entamée. Donc, c'est pour ça que je disais que le temps où nous pouvions encore donner des leçons parce que nous étions en capacité d'en donner est terminé. Et ce n'est peut-être pas très grave parce que nous avons en effet beaucoup d'abord de choses à reconstruire que nous avons bêtement détruites à l'intérieur. Nous avons beaucoup de choses à reconstruire. Ivan Krastev, je l'ai cité, un grand géopolitologue politologue bulgare, disait, il prenait en comparaison une métaphore, il disait, nous avons connu une phase où l'Europe évangélisait les terres impies, et là maintenant j'ai envie d'utiliser une autre image, dit-il, l'image des monastères. Il va falloir que nous, pendant quelques temps, que nous nous replions quelque peu pour nous reconstruire, et peut-être qu'un jour, dans un second temps, nous serons de nouveau les titulaires de modèles enviés parce que dynamiques, parce qu'en réussite, parce que l'expression d'une cohésion intérieure plus forte. Et là, dans ce cas-là, nous pourrons peut-être avoir des leçons à donner aux autres. Mais dans un premier temps, il va falloir nous reconstruire à l'intérieur et assumer de défendre des intérêts, pas plus, pas moins que les autres. Nous avons des intérêts à défendre. Le discours sur les valeurs, qui derrière en fait consiste à défendre des intérêts, nous mine notre crédibilité et l'incohérence sans la puissance, ça passe pas. Vous avez parlé de la démographie, pardon, c'est un vrai sujet, mais on y reviendra un peu plus tard. Je pense qu'il y a d'autres questions dans la salle. Oui. Là-bas, allez-y. Oui, moi je serais beaucoup plus terre à terre. Vous avez l'air de décrire la Chine comme un pays idéal. Mais à quel prix au niveau de l'homme? Et d'autre part, la Chine a toujours un esprit conquérant, un peu comme l'Occident au XVIIIe siècle. Et imaginez qu'il y ait 1 million de Chinois qui émigrent à Tobago. Et quelle serait la nature du pays? Et vous pensez que la nature du pays ne serait pas changée? L'harmonie qui règne actuellement à Trinité et Tobago sera toujours d'actualité? Alors, attention, hein, dans toute société, il y a des tensions, et même à Trinité et Tobago, il y a des conflits ethniques. Ce que je disais, c'est que leur conception de l'harmonie sociale est différente de la nôtre. Si 1 million de Finlandais, de Chinois ou de Vietnamiens arrivent dans un pays d'1 million d'habitants, ils vont le transformer. Mais d'ailleurs, c'est marrant que vous preniez cet exemple parce que je disais, hein, à Trinité et Tobago, il y a une partie de la population qui est chinoise. Donc ce sont des Caribéens d'origine chinoise. La Chine utilise cette diaspora, même si elle est établie des fois depuis plusieurs décennies, à tel point qu'il existe dans ce pays un Chinatown, et qu'à Trinité et Tobago, qui est situé à 11 km du Venezuela, pays riche en hydrocarbures, et Trinité et Tobago est un pays riche en hydrocarbures, pétrole et gaz, les Chinois sont très, très, très présents. C'était une zone périphérique américaine, les Américains étaient seuls, et lorsque vous vivez là-bas, vous continuez de voir la marque des États-Unis, les connexions aériennes, les chaînes de télévision, et de plus en plus, vous voyez la Chine concurrencer les États-Unis, y compris dans un si petit pays. Alors, moi j'entends votre remarque et je suis bien conscient d'avoir ici dit beaucoup de bien de la Chine. Je contrebalance un petit peu, peut-être en étant justement trop positif, le discours ambiant sur la Chine, car
je reconnais être quelque peu agacé de cette présentation simpliste opposant des démocraties merveilleuses et des autoritaires qui gouverneraient des peuples apathiques. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et encore une fois, la Chine, avec tous ses défauts, offre un contre-modèle qui, sur le terrain en tout cas économique, a des résultats probants, qui a du coup une influence beaucoup plus grande aujourd'hui qu'un pays comme la France sur le reste du monde. Un ambassadeur me disait, à l'époque de la guerre froide, lorsque des citoyens de pays communistes venaient en Europe à l'occasion d'une compétition sportive, certains fuyaient, hein, en profitaient pour fuir. Les Chinois voyagent aujourd'hui. Hein. Il suffit de vivre à Paris ou ailleurs pour le voir. Mais aucun ne demande l'asile en Europe. Il faut accepter le fait qu'une grande partie de la population chinoise adhère au régime qui est le sien. Et donc il faut se demander pourquoi. Alors si la réponse est « ils n'ont pas le choix », ça me semble beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'ils ont tout à fait conscience des limites de leur pays. D'ailleurs, moi j'ai été étonné quand je vivais aussi en Chine de voir des fois des méconnaissances historiques béantes. Tout le monde connaît ce qui s'est passé à Tiananmen, ils ne le connaissent pas. Voilà, évidemment. Mais malgré tout, je le disais, hein, une grande partie de leur jeunesse étudie à l'étranger, voyage, et puis la Chine s'est ouverte pas simplement aux capitaux étrangers. Dans les grandes villes chinoises, il y a beaucoup d'Occidentaux qui s'installent. Donc ce n'est pas la Corée du Nord, hein, la Chine. Hein. Et si ça réussit, c'est peut-être justement parce qu'ils se sont ouverts tout en gardant certaines ascendances collectivistes qui font qu'ils sont les titulaires, et je finis là-dessus, d'un capitalisme d'État. Cédric Tellen, professeur à HEC, dit que c'est ce capitalisme d'État qui a fait le succès économique ou le redressement économique de pays comme l'Indonésie, la Russie ou le Brésil, qui, encore une fois, sont aujourd'hui dans le top 10 des classements du FMI, devant le Royaume-Uni et la France. Donc moi, ce que je dis, c'est on n'est pas parfait, ils ne sont pas parfaits non plus, mais ce serait peut-être bien de se confronter un petit peu aux réussites des autres pour se dire que nous avons peut-être des leçons aussi à recevoir par moment, et ce n'est pas un drame, parce que le meilleur moyen aussi des fois de se redresser, c'est de s'ouvrir à d'autres réalités. Hein. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à recevoir des leçons. On a beaucoup de mal quand on est critique avec nous, alors qu'on a l'habitude de juger les autres pays. Voilà, ces fameux classements du FMI, la dernière fois que j'en ai parlé, c'était dans une interview que j'ai donnée au Figaro pour mon livre. Je voyais les commentaires en dessous de l'article. Ce classement était faux. C'est pas possible. On est meilleur qu'eux. Au début des années 2000, lorsque des transferts de technologie avaient lieu encore énormément en Chine, vous vous souvenez tous des réponses. Oui, mais on aura toujours une avance sur eux. Hein, parce qu'on est meilleur de toute façon. On est naturellement meilleur. En fait, c'est ça le problème, c'est que comme on pense qu'on est naturellement meilleur, il n'y a pas besoin de se retrousser les manches. On aura toujours de l'avance sur l'atelier du monde. Aujourd'hui, les Chinois sont en avance sur le nucléaire, à tel point que des Européens vont en Chine pour essayer de les copier. Voilà. Donc, bravo. Victime de notre arrogance. Hein. Bien, l'orgueil préface la chute. Et nous avons péché par orgueil. Et d'ailleurs, il y a un grand universitaire britannique, Timothy Gordon Ash, qui dit que si nous avons fait tant d'erreurs, la guerre en Irak étant la plus grande, c'est parce que nous étions seuls et qu'au fond, nos décisions n'allaient pas avoir de conséquences. Mais elles en ont eu, et le fait d'être aujourd'hui confrontés à d'autres modèles qui réussissent va peut-être nous permettre un petit peu de nous interroger et de voir pourquoi on a fait des erreurs. Je pense que c'est quand même toujours utile, étant donné, encore une fois, l'état objectif. Alors je ne dis pas que tout va mal en Europe, mais il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer à nous-mêmes. Parce que nous étions il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a une dégringolade qui me semble... C'était un peu mieux avant. L'école, c'était mieux avant. La santé aussi. L'école. Le système de santé, oui, peut-être. Oui, le système de santé. Allez-y. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité, la légitimité de protéger le cadre national, de protéger aussi ses intérêts, et que c'était tout à fait normal. Et la question que je me pose, c'est, on a quand même une problématique qui est planétaire aujourd'hui,
et qui est la protection de notre substrat, de notre environnement qui nous permet de vivre, tout simplement. Comment est-ce que vous envisagez que cette thématique soit envisagée dans le cadre justement de ces protections nationales, de ces protections d'intérêts géopolitiques et territoriaux? Alors merci, c'est une très bonne question parce que souvent on dit justement il y a des enjeux planétaires, l'environnement, le terrorisme, donc le cadre national est dépassé. Alors ça c'est ce qu'on a dit pour la construction européenne et donc du coup on a tous foncé avec des règlements communs sur l'environnement. À tel point que, oubliant que des règlements communs à l'échelle européenne ou mondiale sont toujours le produit de rapports de force entre intérêts, on a oublié que ces documents, ces règlements, en Europe, ils étaient, au bout d'un moment, in fine, le produit d'un rapport de force dominé par le plus fort, c'est-à-dire en l'occurrence l'Allemagne. Et donc, au nom de l'écologie, c'est l'industrie nucléaire qui a été sacrifiée. Alors la France le comprend maintenant et se met à défendre son industrie nucléaire, mais si vous voulez décarboner l'économie, vous ne commencez pas par dézinguer l'industrie nucléaire. Et qui est aujourd'hui en avance dans le développement du nucléaire? Il n'y a pas que le nucléaire. Je travaille dans l'énergie et je défends pas. Mon métier n'est pas de défendre l'industrie nucléaire. Mais qui est aujourd'hui en avance sur le développement des nouvelles technologies? Les antinucléaires défendent souvent la batterie électrique, le secteur éolien, les panneaux solaires. Et qui les produit? Les pays du Sud, la Chine. Et pourquoi la Chine les produit? Parce que ça va dans le sens de l'intérêt national. Et la Chine a, parce que c'est bon pour leur industrie, l'emploi national. Donc ce sont des intérêts nationaux qui sont à l'origine du développement des nouvelles technologies. En France, la transition écologique, alors désolé, là du coup, ce n'est pas l'essayiste qui parle, c'est le professionnel de l'énergie, elle est financée par des grands groupes. Et ces grands groupes, si l'État français ne les défend plus, ils n'ont pas besoin de la France pour réaliser leurs investissements, mais je peux vous dire que dans la guerre économique qu'est la mondialisation, si un État oublie que les capitaux ont un drapeau, il est mal parti pour mener ce combat. Chaque entreprise est défendue par un État et les États cherchent à maximiser leurs intérêts nationaux. La Chine a un document de décarbonation de l'économie qui, comme les Européens, vise la neutralité carbone en 2050, mais elle refuse de se lier les mains à des traités internationaux, estimant qu'elle n'en a pas besoin pour accélérer le développement de l'éolien, du solaire, du nucléaire. Moi, je pense que c'est toujours, mais même de toute façon, quand on signe des documents internationaux, c'est toujours, in fine, en dernière instance, l'intérêt national. Pourquoi? Mais parce que les gens se sentent davantage liés à leur nation qu'à des nations lointaines. Et plutôt que de se dire, mince, le cadre national est un frein à la prise de conscience planétaire, il faudrait plutôt s'intéresser à l'homme. Pourquoi a-t-il besoin d'un cadre national? Et je crois que l'écologie gagnerait à intégrer cette logique d'intérêts nationaux à sa doctrine, parce que ce sont les nations qui sont responsables du développement industriel et technologique qui va permettre la transition écologique. Nul gouvernement mondial n'obligera l'Indonésie, le Nigeria ou la France à développer tel ou tel... Donc on peut se mettre d'accord dans le cadre de traités internationaux, mais la réalité est que les capacités industrielles et technologiques sont toujours le produit d'une volonté politique qui émane de nations. Et pour agir, ces nations ont besoin d'être légitimées par une population, et il n'y a pas de peuple mondial. Donc voilà, moi j'ai du mal à opposer transition écologique, cause environnementale et un monde divisé en nations. Une autre question. Merci. Prochainement, il y aura des élections européennes. Imaginons que l'on vous demande d'écrire le programme politique pour ces élections européennes. Qu'est-ce que vous metteriez sous les différents thèmes? Que signifie être européen? Quelles sont nos spécificités? Quel programme pour l'Europe? Comment créer une confiance entre des élites et le reste de la population? Merci. C'est du concret.
Ouais. Alors, vous savez, les traités européens, je les ai beaucoup lus parce que lorsqu'on s'intéresse à la Hongrie et à la Pologne, qui était le thème de premier livre, on s'intéresse aux frictions entre deux nations et la construction européenne, puisque ça n'a échappé à personne que ces deux pays étaient entrés un peu en rébellion contre la construction européenne. Ce sera peut-être moins vrai, étant donné que les conservateurs ont été battus en Pologne récemment. L'article 1 est fondamental dans les traités européens parce que il dit que le but du projet européen est, je cite, de réaliser une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe. Donc ça, c'est l'article 1, donc ce qui signifie que le projet européen, c'est un processus d'uniformisation continue. Et vous avez un article 4 qui lui dit « l'Europe respecte l'identité des nations ». Donc vous avez la Hongrie et la Pologne qui dit article 4, et vous avez les pays fédéralistes, la France, qui dit article 1. Donc moi, l'article 1, je le réécris déjà. L'objectif, ce n'est pas l'union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe. Milan Kundera disait l'Europe, c'est un maximum de diversité dans un minimum d'espace. Donc l'Europe, c'est une diversité linguistique, ce n'est pas l'anglais comme à la Commission européenne, c'est la traduction, la langue de l'Europe. Et moi, je rappellerai, alors je ne sais pas si ça doit figurer dans des traités, mais qu'est-ce qu'être européen? Le premier chapitre de mon livre, c'est « Qui sommes-nous » ? Et en fait, une des manières, il y a plusieurs manières de répondre à cette question, mais l'une des manières de définir l'européanité, c'est de s'intéresser aux raisons qui font que l'Europe a dominé le monde pendant 400 ans. Allez, 300, puisque le XXe siècle, on va dire que c'est les États-Unis qui l'ont dominé. 300 ans. C'est quand même un fait unique dans l'histoire. Qu'un État domine un continent, ok, mais qu'un petit continent comme l'Europe ait dominé le monde, ça devrait nous interroger. Alors souvent, je ne vais pas refaire tout le premier chapitre, hein, je vais aller vite, mais souvent, on dit, bah oui, c'est la Renaissance, l'avènement de la science et de l'État moderne. Oui, mais si la Renaissance a eu lieu en Europe, si la science moderne, l'État moderne a émergé en Europe, c'est parce qu'il y avait des conditions initiales qui l'ont rendu possible. Donc moi, il y a trois grands facteurs, trois déterminations fécondes qui expliquent la force de l'Europe, ce qui a fait la force de l'Europe dans l'histoire. Et là, je m'appuie sur la thèse de David Landes, professeur émérite d'histoire économique à Harvard, qui est mort, mais qui a publié en 1998 le résultat de sa vie. Et il dit, il y a trois facteurs qui ont fait la puissance de l'Europe. Un facteur climatique, d'où l'importance de la cause écologiste, de préserver notre environnement. Les Européens ont bénéficié d'un climat tempéré, de pluies régulières qui ont permis très tôt l'essor de l'agriculture. Nos chevaux n'étaient pas obligés d'aller à l'autre bout, de traverser des désertiques pour trouver les pâturages adéquats, et ce qui créait des chevaux véloces très utiles pour créer des effets de mêlée dans les combats qui nous opposaient notamment à des patries plus orientales, disons. Et puis, malgré tout, ce qu'explique Landes, c'est que les facteurs climatiques ne suffisent pas, évidemment. Rien ne prédisposait l'Europe à dominer le monde, dit-il, même si elle bénéficiait d'un climat qui était plus favorable que d'autres contrées. Et il y a deux autres facteurs, là je vais très vite. Il y a le facteur spirituel et le facteur politique. Le facteur spirituel, c'est le christianisme, qui a été absolument décisif dans l'idée de progrès. L'idée que, certes, la perfection divine est hors de portée, mais puisque le christianisme est aussi une religion incarnée, nous avons un modèle terrestre sur lequel nous appuyer pour nous améliorer. Et cette idée que le monde, que l'humain peut être amélioré, elle a lancé l'Europe sur l'idée qu'un progrès continu était possible. Et c'est cette idée de progrès qui fait que les Européens, dit Landes, ont été, dès l'époque médiévale, animés d'une joie de trouver, une curiosité qui se manifestait dans la diffusion des inventions. Le télescope, les lunettes, les moines diffusaient ces innovations, créant la première révolution industrielle dès le XIIe siècle. L'imprimerie a été inventée par la Chine, mais elle s'est diffusée en Europe. Pourquoi? Parce que les actes écrits, les moines qui copiaient les manuscrits, et puis les bureaucraties nationales émergentes, qui actaient leur autorité à travers des actes écrits, avaient largement déjà contribué à diffuser l'écrit. Donc, il y a Jacques Julliard, que vous connaissez peut-être, que j'avais rencontré, me disait qu'il y a un christianisme technologique. Donc il y a un lien entre le progrès, l'idée de progrès industriel, d'innovation et le christianisme, le facteur climatique et puis le facteur politique.
contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas l'union qui fait la force des Européens, c'est la division. C'est-à-dire que l'Europe, c'est un continent de cités, de royaumes et d'États qui sont entrés très tôt en concurrence. Et cette concurrence a créé une émulation collective. On voulait être meilleur que le voisin. Contrairement à d'autres entités continentales qui étaient dominées par des empires repliés sur leur suffisance. Donc moi, je dirais aux Européens, vous êtes le produit d'un environnement qu'il faut préserver, car il a fait votre force. Vous avez des racines chrétiennes, ça ne veut pas dire qu'il faut rechristianiser l'Europe, c'est-à-dire que vous devez être fiers d'où vous venez, parce que vous êtes le produit de cette histoire. Sachant que ça crée toujours un fort débat quand on parle des racines chrétiennes oui, de l'Europe. Mais si on ne connaît pas son histoire, bon. Et n'oubliez jamais que vous êtes le produit de vieilles nations, comme dit Fukuyama dans son dernier livre, et que ce sont ces nations qui ont fait l'émulation collective qui a fait de l'Europe un continent conjuguant son histoire avec une aura, une puissance sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Alors le temps passe, on va se permettre une toute dernière question. Juste une remarque par rapport à la... Puisqu'on parlait de l'Europe et de l'Union européenne, vous parliez de démographie tout à l'heure. C'est aussi un sujet quand même la démographie, parce que ça nous rend humbles quelque part. 447 millions d'habitants, je crois, l'Union européenne. On présente quoi, un 20e de la population mondiale. Et surtout, on a un taux de natalité qui est très très faible, le plus faible du monde. L'Europe est dépendante de la Chine pour son industrie, des États-Unis pour sa défense et de la Russie pour l'énergie. Elle est dépendante aussi de pays tiers pour sa démographie, puisqu'elle voit l'immigration comme le seul moyen de conjurer son déclin démographique. Et ça, c'est au mépris même de la cohésion de nos nations. Donc il faut évidemment complètement changer de logiciel et que l'Union européenne fasse de la natalité un enjeu stratégique pour l'avenir de l'Europe. Il n'y a pas de fatalité sur le facteur démographique. Très rapidement, la Hongrie, encore une fois, c'était 1,1 enfant par femme en 2011, et puis une nouvelle majorité politique qui met l'accent sur la famille, la complémentarité homme-femme, 5% du PIB consacré à l'aide aux familles, exonération d'impôts si vous faites 4 enfants, aide à l'acquisition, aide à la propriété privée, enfin, une politique familiale tellement ambitieuse. La France a eu une politique ambitieuse à une époque aussi, qui fait qu'on est passé de 1,1 à 1,6 en 5 ans. Voilà. Donc, il faut pas imiter la Hongrie, ils sont pas gentils, mais sur la natalité, ils nous donnent des leçons. Donc, il faudrait peut-être aussi, encore une fois, faire preuve de modestie. Je vous en prie, allez-y. Vous avez parlé des racines chrétiennes de la France. Moi, je veux bien y souscrire, si vous voulez. Je voudrais vous parler de pastoral, du coup. Comment on fait pour... parce que j'entends beaucoup ce discours des racines chrétiennes de l'Europe. Comment on fait pour incarner ces racines chrétiennes quand plus personne va à la messe? Moi, j'y vais pas, donc je plaide coupable aussi. Plus personne va à la messe. Et puis, je prends comme exemple, pour ce qu'on est en tant que singularité, peut-être qu'on a envie d'être autre chose. Et puis, il y a aussi, vous parlez de la fin de l'Occident, de la désoccidentalisation. Il y a Régis Debray, que j'aime beaucoup aussi, qui citait un exemple flagrant de ça, parce que dans cette domination du monde qu'on a eue, on l'a faite par le progrès technique qu'on a voulu amener, cette vision scientifique. Et quelque chose qui est plus flagrant, c'est, Régis Debray le faisait remarquer, et je pense qu'il a tout à fait raison, dans la naissance des mouvements de l'islamisme politique. Dans les années 1980, tous les cadres étaient issus, principalement à 90%, des écoles d'ingénieurs. En Afghanistan, le parti islamique dont sera issu dans sa jeunesse Massoud, par exemple, qui est très connu en France, était recruté que dans des écoles d'ingénieurs. Donc, notre utopie de ce qu'on a incarné dans le monde ne plaît plus depuis très longtemps. Et est-ce que peut-être, ma question est celle-ci, dans un constat, on n'incarne plus nos idées. On a déjà constaté il y a très longtemps, enfin bien avant 1990, que nous étions rejetés. Et si on va un peu dans cette outrance des droits de l'homme et tout ça, c'est peut-être que, et puis aussi pour nos élites-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait nos élites sont complètement paumées, tout simplement, et sont complètement paumées et font un peu un n'importe quoi, peut-être un en même temps dedans. Et parce que moi, je suis un peu plus jeune que vous, mais
je me suis mis à croire Emmanuel Macron dans tout ce qu'il fait. Et dans ce qu'il y a, c'est comme il dit, tout est son contraire, c'est peut-être que juste il est paumé. Et le fait qu'on soit paumé, en fait, ça joue peut-être aussi, tout simplement. Je vous propose qu'on laisse ouais. Max Erwan Gastineau répondre Dedans. à cette question-là. Sommes-nous paumés et nos élites sont-elles paumées? Oui, non, mais enfin, vous dites très bien et autrement des choses que justement j'ai voulu amener, c'est-à-dire pourquoi certains pays nous donnent cette impression d'être habités par une certaine force, une direction, un certain dynamisme. Mais si vous regardez, quoi qu'on en pense, il ne s'agit pas d'exalter ces nations, mais de la Turquie d'Erdogan, en passant par la Russie, même un petit pays comme la Hongrie, la Chine, le Mexique, elles sont dominées par des élites qui connaissent l'histoire de leur pays, qui revendiquent le temps long, qui sont capables de faire des comparaisons historiques entre notre époque et le XVe siècle. Quel est, pardon s'il y a des électeurs d'Emmanuel Macron dans la salle, mais quelle est, me semble-t-il, l'une des principales caractéristiques, mais on pourrait prendre d'autres chefs d'État ou hauts responsables français. L'une des principales caractéristiques de la classe politique française, c'est qu'elle est complètement inculte sur le plan historique. Et à l'image des Européens, nous sommes nés en 1945, puisque avant c'est la catastrophe, évidemment, et avant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui a mené à la catastrophe, donc ça ne sert à rien de l'apprendre en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. Les nations, on s'est fait la guerre pendant des siècles, ouf, maintenant l'Union européenne. Donc c'est cette amnésie historique qui fait que oui, on tâtonne. Parce qu'on a sincèrement cru. Moi, je relisais un discours d'Emmanuel Macron pour mon livre qui disait notre mondialisation à laquelle nous tenions tant est remise en question par des États qui relativisent nos valeurs universelles. Mais ça, c'est une histoire très sympathique qu'on s'est racontée, mais qui n'a jamais existé. À aucun moment, il y a eu une adhésion collective à une mondialisation heureuse. Ça, c'est faux. Et concernant la France, je crois que la crise... De Gaulle, dans ses mémoires d'espoir, parle d'illusion de l'école supranationale. Et je pense qu'en la France, Bainville disait, la France c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Et on n'a jamais fondé en effet la nation française sur la notion de race ou d'ethnie. On l'a fondée sur une forme de patriotisme historique qui était transmis à l'école. La République, c'était pas des valeurs, c'était le roman national. La première page du Petit Lavis que tous les petits Français lisaient de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe. Je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas, le roman national existait. Le Petit Lavis, il a arrêté d'être lu avant. Mais qu'est-ce que disait ce symbole de la transmission du patriotisme à l'école? La première page disait « Votre devoir est par-dessus tout d'aimer votre patrie, car en lisant son histoire, vous comprendrez pourquoi l'histoire l'a faite belle et pourquoi votre premier devoir est de la défendre, etc. » Il y avait un lien entre le service national, le patriotisme, etc. Donc ça, c'est plus transmis. Et en France, si on s'intéresse à l'histoire de France, et je finis là-dessus, la France, c'est quoi? C'est l'histoire de la montée en puissance d'un État qui a fait une nation. Ce n'est pas une nation qui s'est donné un État, c'est un État qui a créé une nation. Régis Debray, que vous aimez comme moi, dit l'État a su faire d'un tas un tout. Et on est en train aujourd'hui de transformer le tout en tas. Et en effet, comme l'État est historiquement en France le garant, le constructeur, le bâtisseur de l'unité et de la puissance nationale, comme cet État s'est dessaisi de ses prérogatives, transformé en gestionnaire, en sourcilleux transcripteur de normes internationales ou européennes négociées, mais jamais directement décidées, eh bien, il a perdu sa vocation. Les élites françaises ont perdu le fil de leur vocation, et du coup, elles tâtonnent. D'où vous voyez, ce dilettantisme, ce manque de force d'âme, de constance doctrinale qui est manifeste et que les Français ressentent.